Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique qu'on a ici chez nous à CPL Télévision. Vous êtes des habitués certainement, vous connaissez le principe, on prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Un invité nous accompagne sur le plateau pour tenter de donner son excellence, Monsieur le Président de la République. Hier, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était devant le Parlement réuni en congrès pour s'adresser à la nation à l'occasion de son discours sur l'état de la nation. Que faut-il retenir de ce que le président de la République a dit? Avez-vous été satisfait de ça? L'émission tournera essentiellement sur les décryptages du discours du président Tshisekedi. Un invité sur ce plateau, M. Thierry Mosenepo. M. Mosenepo, bonjour. Bonjour, M. Loire. Toujours un grand plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes de la CCU, président de la Ligue des jeunes, de la Convention des Congolais Unis, oui. Parti cher à Lambert Mende au Malanga. Moukoumadi est tombé. La Cour constitutionnelle a confirmé, le ministre de l'Intérieur a même donné l'intérim. Est-ce que Lambert Mende va entrer là-bas comme candidat gouverneur de la province de Sankourou? Non, pas du tout. Il a changé d'avis, il a décidé d'abandonner son Sankourou natal? Non, il ne l'a pas abandonné parce qu'il y a des projets qui continuent à être tenus par la fondation dont il est président, la fondation Ichuka, mais aussi en tant que député, il est toujours au chevet de ses compatriotes qui sont dans cette province, mais en ce qui concerne la direction de la province, non, il a mis une croix. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre sa volonté au point de créer des problèmes dans son propre parti et d'avoir des grands ennemis dans sa famille politique comme les Chéo Kitundu, comme les... Non, ils ne sont pas ennemis aujourd'hui, ils sont très... Comme le Koto... Ils sont ensemble. Ce sont ces classiques-là qui lui ont barré la route, qui ont fait qu'il n'existait pas. Oui, mais c'est le passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il vomisse finalement son ambition à devenir gouverneur de cette province? Il n'a pas vomi, mais il a mis une croix parce qu'écoutez, la complicité qu'il y avait à cette époque-là, entre certains députés provinciaux et leur maître à penser ici à Kinshasa, faisait en sorte qu'ils étaient dans une impossibilité de pouvoir être rationnels dans les décisions qu'ils devaient prendre. Ce qui fait qu'ils ont mis à la tête de la province un étranger et ils ont réussi à bloquer comme ça la province pendant 3 ans, mais aujourd'hui... ils les regrettent probablement. Oui, moi j'ai été avec le président de l'Assemblée provinciale et un autre député provincial qui a regretté le choix qu'ils ont eu à faire. Ils me l'ont dit. En amitié, ils ont dit, nous regrettons, nous sommes humains, nous avons fait un mauvais choix, nous avons fait perdre la province du temps, maintenant on va essayer de mieux refaire les choses. Donc Moukoumadi a été évacué, on va voir. Je vous ai fait venir parce que je voulais quand même qu'on parle de discours du président de la République. Thierry Mosenepo, dans la configuration politique actuelle, vous jouez quel rôle là? On sent petit à petit que vous commencez de plus en plus à remettre votre casquette de communicateur de la majorité que vous faisiez à l'époque. Vous êtes un communicateur de M. Tshisekedi actuellement? D'abord, je suis un Congolais, M. Perrault. Je suis Congolais. Je suis dans un parti qui fait aujourd'hui nombre dans l'arsenal de la majorité présidentielle. J'ai le droit d'émettre mon avis pour ce qui se passe dans mon pays. Comme communicateur? On fait le même rôle là. Ça vous embête pas qu'on dise vous comme Congolais. Vous êtes comme Congolais parce qu'à l'époque de l'AMP, il y a une structure des communicateurs qui existait au sein de l'organigramme de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, l'Union sacrée qui est... Moi, je passe et je viens vous parler en tant que CCU, mais aussi en tant que Congolais. Vous regrettez le fait qu'il y ait cette manque de structuration des choses au sein de l'Union sacrée, notamment à ce qui concerne la communication, un domaine que vous connaissez très bien? Je ne suis pas en regret parce que je me dis que l'Union sacrée, écoutez, ça date de quand? Ça ne date pas de très longtemps. Il faut donner le temps à ce que ça puisse grandir, mûrir et se structurer. Il ne faut pas être pressé. Ça viendra. Il vous reste moins de 2 ans quand même, hein? Quoi, 2 ans, 3 ans vous restez quoi? Mais où est le problème? Où est le problème? Parce que bon, allez, on va aller dans le discours du président de la République. M. Tshisekedi a parlé 1 heure à peu près, 20 minutes ou 10 minutes. 1h20 minutes. 1h20 minutes. J'étais là dans la salle. C'était quand même un discours fleuve. Qu'est-ce que vous retenez concrètement de ce que le président de la République a dit, vous, Thierry Mosenepo?
Merci, M. Perrault. D'abord, je retiens que le président de la République a démontré à la face du monde qu'il a un souci particulier en ce qui concerne la sécurité de notre pays. Parce que dans l'articulation de son discours, le point qui a eu le plus de temps, c'est le point relatif à la sécurité dans le Grand Nord, dans notre pays. Principalement en ce qui concerne les avancées significatives qui sont enregistrées depuis d'abord l'état de siège qui a été décrété, mais aussi avec la participation aujourd'hui de l'armée ougandaise dans l'éradication de nos principaux adversaires qui sont les ADF qui dérangent à la fois l'Ouganda et notre pays. Deuxièmement, le président a donné des réponses aux Congolais sur plusieurs questions. Quelles questions essentiellement? Premièrement, la question relative au voyage du président de la République. Le président a démontré par A plus B qu'aujourd'hui ces voyages ont permis deux éléments principaux. Premièrement, de remettre notre pays dans l'orbite, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo est redevenue fréquentable et tout le monde le constate. Non seulement par le fait que nous participons aujourd'hui à des débats dans le monde, mais aussi par le nombre des pays qui aujourd'hui sont en train de demander des accréditations pour leurs ambassadeurs avec les lettres de créance. Deuxièmement, en ce qui concerne les finances. Ces voyages ont permis d'engranger près de 4,5 milliards de dollars. Principalement par les bons tirages du FMI, mais aussi par d'autres accords bilatéraux entre notre pays et certaines institutions financières, notamment la BAD et la Banque mondiale. Tout cela permet aujourd'hui de consolider notre matelas de change et notre réserve en monnaie étrangère, donc en devise. Troisièmement, le président a fait état de ce qui est fait sur le plan social, principalement en ce qui concerne l'éducation. Vous le savez, M. Perrault, je suis passé ici plusieurs fois sur votre plateau. En ce qui me concerne, je suis convaincu que l'élément le plus important du bilan du président, c'est la gratuité de l'enseignement. Parce que dans mon humble avis, je suis convaincu du fait que les richesses que nous avons dans notre pays ne valent rien par rapport à la richesse qu'il y a dans la tête des gens. Un peuple éduqué est beaucoup plus riche qu'un peuple qui a de l'or, du coltan et ainsi de suite. Donc cette gratuité permet d'avoir une classe congolaise qui a une possibilité de lire et écrire. Et c'est important. Je n'ai pas envie de vous arrêter, c'est la première question. Débobiner, on va entrer en profondeur. Sur le plan diplomatique, parce que pour le dire, c'est cette campagne diplomatique qu'il y a eu. Et le président a aussi, et c'est ça la sincérité qui est aujourd'hui prônée par le nouveau narratif, c'est cette auto-culpabilité en ce qui concerne notamment les insuffisances remarquées en ce qui concerne la distribution d'eau, en ce qui concerne la distribution de l'électricité et en ce qui concerne la justice. Certes, le président a reconnu le travail qui est abattu aujourd'hui par l'inspection générale des finances, mais il a aussi déploré ce que tous les Congolais déplorent, c'est l'élan qui manque à notre justice pour accompagner l'inspection générale des finances. D'où la promesse qu'il a eu à faire de revigorer la Cour des comptes. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'inspection générale des finances, c'est un OPJ qui constate et qui emmène les dossiers au niveau de la justice. Et la vraie autorité qui doit normalement s'occuper des questions de détournement, c'est la Cour des comptes, où il y a un parquet, il y a même un tribunal au niveau de la Cour des comptes. Il y a des magistrats assermentés qui sont formés pour des délits liés à des corruptions et des détournements d'argent. Donc, je pense que pour ceux qui savent lire entre les lignes, le président a déjà promis que très bientôt il y aura cet renforcement des capacités de la Cour des comptes qui va accompagner le travail qui est aujourd'hui abattu par l'IGF. Au-delà de ça, le président de la République a donné des perspectives. Des perspectives en ce qui concerne la prise en charge des questions du peuple. C'est quoi? C'est la santé, avec très bientôt la mise en place de la couverture universelle de santé. Deuxièmement, c'est la sécurité. Le président a repris le terme « notre peuple » plus de 8 fois dans son discours d'hier. Cela signifie qu'il y a un devoir de redevabilité. Le président a parlé de notre pays. Cela signifie qu'il y a un devoir d'être ensemble et de travailler ensemble. Ce discours, à mon humble avis, a démontré ce qui a été fait cette année, ce qui est en train d'être fait en ce qui concerne la construction des routes dans le domaine des infrastructures, en ce qui concerne le lancement
de certains travaux, notamment avec les réhabilitations que l'on est en train d'enregistrer, entre autres de la tour de contrôle de Goma et de la mise en place de la nouvelle Société nationale d'aviation. Il y a tout cela donc qui a permis aux Congolais hier d'avoir des réponses à leurs préoccupations. Pour moi, c'était un discours satisfaisant. D'accord. Monsieur Mosséné, pour vous parler d'un discours satisfaisant, beaucoup d'analystes, on parlera de ça, on parlera de Jason Stein qui a parlé aussi hier, estiment que le discours de M. Tshisekedi n'a apporté aucune réponse, c'était un discours creux. Je vais aller point par point. On commence par sécurité. Je relève les points que Je vous en prie. Vous avez. Le président a dit, concernant l'état des sièges par exemple, j'ai personnellement veillé pour que les FRDC ne manquent de rien. C'est un mensonge, parce que le président de la République doit certainement savoir qu'il y a un rapport qui gît à l'Assemblée nationale, au niveau du bureau, au niveau de la commission défense et sécurité, où l'état des sièges manque un peu de tout. Ils ont des problèmes d'effectifs, ils ont des problèmes de financement, ils ont des problèmes de logistique. Comment notre président de la République peut s'éteindre sur les lutins de l'Assemblée nationale ou du Parlement et nier un rapport de l'Assemblée qui accable cet état des sièges, et ce rapport conclut même sur l'échec de cet état des sièges. Restons sur la sécurité, allons sur ce point-là. Ils vantent l'état des sièges alors que tout le monde sait que c'est un échec, l'état des sièges. Ce n'est pas un échec, M. Perrault, dans la mesure où le rapport que vous avez eu à lire, je l'ai lu aussi. Et le rapport ne dit nullement que les FARDC manquent de tout. Par contre, le rapport stipule clairement que les forces de sécurité ont besoin d'un renforcement, ce qui est tout à fait normal. Rappelez-vous, lorsque la guerre de l'Irak éclate en 1995, il était question d'augmenter le budget de l'armée. Où est-ce que le chef d'état-major général, qu'on appelle chef des armées aux États-Unis, s'est rendu? Auprès de l'autorité budgétaire. Donc c'est tout à fait normal que lorsqu'il y a insuffisance de fonds, de munitions et d'hommes, surtout de fonds, que l'on se dirige vers l'autorité budgétaire. En Irak, il n'y a pas eu un problème d'effectif, il n'y a pas eu un problème d'unité, il n'y a pas eu un problème de coordination. S'il vous plaît, mon cher ami. Ici, le rapport S'il vous plaît, mon cher ami. Conteste tout, monsieur Mosséné. S'il vous plaît, mon cher ami, pas du tout. Le ministre de la Défense a clairement dit qu'il fallait augmenter la cagnotte liée à ces opérations. Ça, ce n'est pas quelque chose qui dit ou qui soutient ce que vous dites, que rien n'est fait. Le chef d'état-major a dit qu'il y avait des problèmes d'effectifs. Le chef d'état-major, non. Il y avait des problèmes de... Le chef d'état-major n'a pas dit qu'il y a un problème d'unité. Il a dit qu'il faudrait renforcer les unités. Ce n'est pas dit qu'il y a un problème d'unité. Il faut faire très attention aux termes. Il y a un problème de renforcement des unités. Ce qui est tout à fait normal parce que dans les théâtres des opérations, il y a une limite où on peut se dire que par rapport à cette guerre, je vais aller avec 100 hommes, avec 200 hommes, avec 2 ou 3 bataillons, avec 3 sections. Non, mais lorsque vous arrivez sur place, les exigences de l'opération vous demandent à ce que vous puissiez renforcer en termes d'argent, en termes de logistique et ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Dans l'affaire de sécurité. Donc, dans la question de sécurité... Quand le président... Maintenant, venons-en, s'il vous plaît. Sans nous dire combien de kilomètres ont été récupérés, combien de villages ont été récupérés, combien... On était dans la proclamation, ils n'ont pas dans les chiffres, ils n'ont pas dans les faits. Perrault, s'il vous plaît. Le président de la République fait un discours sur l'état de la nation. Vous et moi, nous savons ce qui a été récupéré par les FARDC depuis le début de cet état de siège. Je ne sais rien. Vous ne savez rien. Oui, moi je sais rien. Donc, le président ne l'a pas dit. Dieu merci. Si c'était une réussite, pourquoi il est allé chercher les Dieu merci. Si l'état des sièges était une réussite, pourquoi il est allé chercher les Attendez, lorsque 6 mois après l'état de siège est lancé, on n'a pas dit que l'état de siège serait l'apanage de cette action contre les forces de mal. C'était l'un des éléments importants pour arriver à la fin. Donc on n'a pas dit, c'est comme lorsqu'en 99, la MONUC vient ici. Est-ce qu'on avait dit que la MONUC c'est vraiment l'élément final pour terminer la guerre? C'était l'un des éléments. Donc comprenez par là que l'état de siège n'est pas la fin en soi, mais c'est des processus qui entrent en ligne de compte dans une vision globale de la mise de la procédure, de mettre une fois pour toutes un point à cette question d'insécurité dans la partie est de notre pays. Donc il ne faut pas aujourd'hui présenter l'état de siège comme étant la solution idéale et finale. Il y a beaucoup trop de corollaires qui entrent en ligne de compte pour que l'on ne prenne que l'état de siège. Mais c'est un élément très important. Maintenant, lorsque vous dites que rien n'a été fait, moi je peux vous citer des exemples. Malheureusement, on est réduit par le temps, mais je vous en citerai même 3. Vous savez très bien que lorsque vous êtes dans le Nord Kivu, j'oublie le nom de cette montagne, mais ça me reviendra peut-être au courant de cette émission. Il y a
l'usine de fabrication artisanale d'armes des ADF qui a été détruite. Vous imaginez que tous les autres groupements armés, les Codeco et tout le reste, étaient alimentés entre autres par cette usine de fabrication d'armes artisanales. Deuxièmement, vous savez que sur la nationale, sur la RN7, sur la RN5, il y avait des coupeurs de route qui faisaient des péages à nos villageois qui devaient se rendre soit en Ouganda, soit dans les pays frontaliers. Ils ont été démantelés et ces routes ont été dégagées par notre armée. Il y a eu plus de 14 groupements armés qui ont déposé les armes. Vous croyez que c'est par une vue d'esprit ou c'est parce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ? C'est parce qu'ils ont été contraints par la force de feu de notre armée. Donc ne pensez pas que ces cartouches qui sont dépensées là-bas, c'est des dons qui sont venus des Nations Unies, c'est acheté par le gouvernement congolais. Donc ça signifie qu'il y a des efforts qui sont consentis. Mais le ministre de la Défense, en ayant le rapport de l'état-major, a sollicité à l'autorité budgétaire qu'il y ait une augmentation du budget relatif à ces opérations. Ce qui est tout à fait normal et ça se passe partout ainsi. Parlant de l'Ouganda, le président de la République s'est également reçu de la présence des Ougandais. Il dit que l'Ouganda, il dit qu'il a informé les parlements. Il dit que la présence sera limitée dans le temps, la présence de l'armée ougandaise. Mais le président ne nous dit pas les objectifs de cette présence-là. Il ne nous dit pas dans les temps, c'est quand. Kabila avait lancé l'opération Umoja Wetu ici. On savait que c'était une opération qui allait prendre 1 ou 2 mois. Dès le départ, ils sont rentrés avec les caméras. Quand ils sont répartis, j'étais à Goma, ils sont répartis devant les caméras. Ici, on nous raconte des histoires sans nous dire limité dans les temps, c'est combien de temps. Comment vous pouvez être de si mauvais cœur, M. Perrault, et dire que le président n'a pas fixé l'objectif? Mais l'objectif est connu, c'est pour démanteler et en finir avec les ADF, qui aujourd'hui sont un problème et pour la République démocratique du Congo, et pour l'Ouganda, un pouvoir qu'ils combattent. Et récemment, ils ont eu à commettre des attentats à Kampala. Donc lorsque vous dites qu'on ne connaît pas les objectifs, mais c'est gravissime. L'objectif, c'est de démanteler les ADF, qui chaque jour tuent nos populations. Limité dans le temps. Alors, dans combien de temps? Maintenant parlons du temps. Sincèrement, comment est-ce que sérieusement on peut s'asseoir et dire que cette guerre, je vais la faire en 2 ans? Les États-Unis, qui est la première puissance militaire au monde, qui ont une technologie extraordinaire, n'avaient jamais pensé qu'ils feraient des décennies en Afghanistan et qu'ils seraient remplacés en Afghanistan par les talibans qu'ils étaient censés démanteler. S'il vous plaît, monsieur Perrault, je vous parle. Non, les guerres. Non, monsieur Perrault. Les guerres. S'il vous plaît. Pour dire venez chez mon cher ami, pendant 2 ans. Il n'y a pas une différence entre une guerre chez vous et une guerre à l'étranger. Toutes les guerres sont des théâtres des opérations. Non. Que vous ne pouvez pas. S'il vous plaît, monsieur Perrault. Une guerre que je vois à la maison est différente de vos troupes que vous envoyez à l'étranger. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous dites ma guerre, je la ferai en 30 jours. Hitler a pensé. Donc vous comprendrez. Hitler a pensé envahir et en finir avec toute l'Europe de l'Ouest en maximum 1 année, ce qu'on appelait sa guerre éclair. Mais il s'est enlisé jusqu'en 1944. Et en 1945, on a eu sa peau. Donc ne venez pas ici dire que la guerre, c'est un principe où le président peut venir dire non, d'après les calculs que j'ai eu à faire, cosinus plus B, donc cette guerre termine en 3 mois. Vous voulez dire quoi? Non, je peux vous dire que... pas chez nous, même pendant 2 ans, même pendant 3 ans. Mon cher ami. Parce que vous, de l'Union sacrée, vous avez décidé qu'une armée étrangère soit sur notre sol. On n'a pas le droit de savoir. Vous ne les limitez pas dans le temps. Vous ne nous donnez pas des indications sur combien de temps ça fera chez nous, quoi. Monsieur Perrault, vous êtes assis dans votre bureau, climatisé, belle veste, cravate rose. Sans courant, sans lunettes de Mont Blanc. Sans électricité. Vous oubliez ces Congolais-là à l'Est qui meurent chaque jour. Pour eux, si la solution va nécessiter 2 ans, elle va nécessiter 2 ans. Donc ne venez pas ici dire ici que des Congolais qui sont en train de mourir chaque jour ont une question ou une notion de temps. Le président de la République a dit que le temps sera raisonnable. Et lorsqu'il le dit, c'est pour dire quoi? Que l'Ouganda ne vient pas ici pour s'installer. Il vient pour une opération, ça se termine et c'est parti. Donc il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, ces Congolais-là qui perdent chaque jour des familles, des membres de famille, des maris, des femmes, des enfants, ont un calcul sur 3 mois, 6 mois. Ils ne sont pas dans ces calculs-là. Eux, leur calcul, c'est la fin de ce cauchemar. Et si la fin de ce cauchemar va prendre du temps,
eh bien, nous sommes obligés de l'accepter pour en finir, mon cher ami. Il n'y a pas, même face au temps, même face à l'argent, rien ne vaut la vie, Perrault. Rien ne vaut la vie. Donc, s'il faut que nous puissions marcher sur ces gens jusqu'au dernier et que ça prendrait 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 année même, voire 6 mois, mais on va le faire parce que rien ne vaut la vie, mon cher ami. Donc l'État ne représente rien pour vous. Les Congolais ont noté. Alors, vous avez dit, à part la sécurité, que le président a apporté des réponses. J'ai noté, vous parlez de ses voyages. Vous dites vous-même que le président a réussi à mettre le Congo sur orbite internationale. Où est-ce que le président nous a placés? Monsieur le président de la République, on parle des plus de son voyage. L'ODEP parle des plus de 250 millions de dollars américains dépensés dans ce voyage. Monsieur Mossele, pour vous dire aux Congolais que le président nous a mis sur orbite, où exactement? On a échoué à avoir un poste au niveau de l'Assemblée des Nations Unies. On a échoué ici à avoir les secrétariats, je crois, de l'Union africaine. Le président nous a mis sur orbite dans quel domaine? À l'étranger. Monsieur Perrault, vous êtes en train de parler des postes. Mais moi, je ne parle pas de postes. Moi, je parle de la fréquentation de notre pays. Je vais vous donner mon exemple. Parce que je ne veux pas ici commencer à spéculer avec des exemples que je ne maîtrise pas. Personnellement, j'ai été dans 3 réunions à l'étranger pour des investissements qui concernent le Congo. En Afrique du Sud, à Dubaï et dans les pays de l'Afrique australe. Et je peux vous dire que grâce justement à la position qu'occupe le Congo aujourd'hui, ces investissements qui m'étaient difficiles à obtenir il y a quelque temps, avec une société qui est basée notamment en Afrique du Sud, mais qui a plusieurs filiales en Afrique, a accepté finalement de venir et ils ont effectué déjà 2 voyages. Ils ont été reçus ici par la présidence de la République et par d'autres structures. Et ils ont signé un contrat de partenariat avec une société congolaise qui s'appelle les Lignes Maritimes Congolaises et le Congo va avoir un bateau comme à l'époque de la CMZ. Ça, c'est grâce à la diplomatie de Félix. Je ne vais pas vous dire ici, non, il nous a emmenés à Glasgow. Non, je vous parle de ce que moi j'ai vécu et de ce que moi j'ai palpé. Alors, lorsque vous venez me dire ici, l'ODEP parle de 100 millions, moi je vous dirais que... 200 millions, moi je vous dirais que Zoumeko, de mon estimé frère Eric Chikuma, parle de moins de 10 millions. Donc, lorsqu'il faut juger Zoumeko et ODEP, moi je vous conseillerais, en tant que journaliste chevronné et un homme très intelligent que je respecte, d'aller au ministère du budget. Ensuite d'aller... Mais mon cher ami, il y a une loi qui vous couvre. Parce que le président, s'il vous plaît, le président lui-même, rappelez-vous. Mais laissez-moi finir. Le président lui-même a dit, il y a une année à Londres, que le voyage était déjà dans les 50 millions. Rappelez-vous. Monsieur Perrault, laissez-moi finir. Le président a dit qu'on dit que le voyage coûte cher, je n'ai pas encore... Je suis dans les 50 millions. Mais une année après, comment est-ce qu'on va rester... Attendez, comment on va être dans les 10 millions? Pourquoi vous vous faites souffrir à écouter ODEP, à écouter Zoumeko? Allez au ministère des Finances. Compulsez les ordres de paiement informatisés en ce qui concerne les voyages du président. Faites une sommation et venez nous dire. En ce moment-là, nous aurons une information crédible, mais pas des vues d'esprit, où quelqu'un fait ses propres calculs depuis son salon, il fait un total 200 millions. 200 millions. Sur base de quoi? Ces spéculations-là doivent arrêter. Ça ne sert à rien. Il faut être pragmatique, il faut être objectif. Monsieur Perrault, allez au ministère des Finances. Il y a une loi sur l'accès à l'information qui vous couvre, la loi appelée Nyarugabo. Allez-y, demandez l'information au nom de cette loi, on va vous la donner. Et vous allez nous ramener des chiffres ici. Au lieu de vous faire souffrir mentalement à écouter les chiffres à gauche, à droite, et même à inventer des chiffres. Donc le président n'a pas fait son voyage, le président n'a pas dépensé des 150 millions de dollars dans ce voyage. Mon cher ami, je peux vous dire ici que le jour où vous, M. Perrault-Louara, vous allez vous asseoir en face de moi et me brandir les différents ordres de paiement informatisés, les différents DTO qui couvrent les sorties de fonds pour les voyages du président, avec un total, je vous croirai. Mais lorsque ce ne sont que des vues d'esprit, je ne vous suis pas. Parlons justement de ces voyages. Le président dit quelque part que l'investissement, quand il parle des investissements, là aussi il ne donne pas des chiffres, hein, il ne nous dit pas on en est à combien depuis qu'il est là. Il dit les investissements nécessitent un bon climat des affaires sur le plan interne. Le président, d'une certaine manière, reconnaît que nous avons encore quelques petits soucis au niveau de l'organisation. Mais bien sûr. Mais est-ce que pour arranger le climat des affaires, parce que lui-même reconnaît que pour que les gens viennent investir chez nous, nous devons améliorer les cadres du climat des affaires, faut-il voyager? Le climat des affaires ne s'arrange-t-il pas de l'intérieur, ou le climat des affaires démontre que nous ayons un président qui part tout le temps, dans les deux sens, en laissant dans les deux, climat-là s'est détérioré à l'interne? Dans les deux sens. Pourquoi je le dis? D'abord, il faut savoir une chose, c'est que nous avons souffert, beaucoup de gens ici ne comprenaient pas ça, nous avons souffert d'un problème. Moi, j'ai la chance, M. Perrault, la petite expérience que j'ai,
dans les petites affaires que je fais, c'est de rencontrer des hommes d'affaires à l'étranger. Je peux vous dire que le Congo a souffert de 2 problèmes. Je dirais même de 3. Le premier problème, c'est que la plupart des hommes d'affaires à l'étranger étaient suffisamment convaincus que lorsque tu viens investir au Congo, finalement on va vous arracher vos biens. Ils avaient une mauvaise pensée de l'époque de la zaïrénisation. Deuxièmement, la plupart des hommes d'affaires sont convaincus que lorsque tu viens investir au Congo et qu'ensuite vous avez un conflit avec un partenaire ou un fournisseur, vous allez en justice, la justice sera corrompue et vous n'allez pas avoir gain de cause. Troisièmement, le Congo est un pays où il n'y a pas de sécurité. Ça tire partout. On enlève les gens. Il n'y a pas de sécurité bancaire, il n'y a pas de système bancaire, c'est une jungle. Voilà. C'était ça le tableau du Congo. Donc, sur le plan externe, il fallait nettoyer ces 3 aspects négatifs. Sur le plan interne maintenant, il fallait rassurer. Rassurer en amenant des réformes. La première réforme qui a été menée par le président et qui n'est pas la moindre, c'est avec l'inspection générale des finances. Aujourd'hui, la peur du flic, ce n'est plus n'importe quoi. J'ai donné un exemple ici, dans une de vos émissions. J'ai une société qui fait des routes en partenariat avec un jeune ambitieux homme d'affaires congolais. Nous faisons des routes pour le compte de l'État. Nous préfinançons ces routes et ensuite, les provinces, via le trésor public, nous remboursent. On a eu des remboursements dans le cadre de paiement de dette intérieure. Mais aucune fois, nous avons eu de suivi comme cette fois-ci. Vous imaginez qu'une semaine après avoir été payé, nous avons une lettre de l'inspection générale des finances qui nous demande de venir prouver et justifier ces différents paiements. Vous imaginez cette peur. Moi, je suis société privée, mais je suis comme ça suivi par l'État. Ce qui ne se faisait pas avant. Vous pensez que si je suis payé, je vais encore aller faire des blagues? Donc, comprenez que c'était déjà un premier pas. Et le deuxième pas, c'est ce que le président a promis de faire, notamment en ce qui concerne les réformes à poursuivre au sein de la justice, les sanctions envers les magistrats qui sont voyous. Beaucoup de promesses, comme dans ses habitudes. Hein. Mais écoutez, qu'est-ce qui ne se fait pas avant un constat? Même vous, quand vous allez à l'hôpital, ce n'est pas que vous arrivez à l'hôpital, directement on vous bombarde de l'artésunate et ainsi de suite. Le médecin vous fait un constat clinique. On voit vos signes cliniques, s'il vous plaît. On voit vos signes cliniques. On fait un constat et ensuite on vous donne des médicaments qui correspondent à la pathologie que vous avez. C'est la même chose. Il nous a promis de faire de nous l'Allemagne d'Afrique. En 3 ans, je me demande s'il il a même déjà réussi à nous faire même la Pologne ou la Serbie d'Afrique. Hein. Mais vous avez promis à vos journalistes que CPL TV sera France 2. En 2 ans, je vois que vous n'êtes que CPL TV. Mais vous êtes en train d'évoluer. Vous m'avez dit ça. On parle sérieux. Vous m'avez dit ça. Je parle sérieusement. C'est pour dire non. On parle République. Mais attendez, la République, c'est le macrocosme et nos structures sont des microcosmes. On parle République, monsieur. Lorsque je viens ici, aux premières émissions, j'ai vu qu'on tournait avec une caméra. Aujourd'hui, il y en a 4. Ça signifie qu'il y a une évolution. Mais ce n'est pas une évolution spontanée. Ce n'est pas une évolution spontanée, c'est une évolution qui a pris un chemin. Et je vous félicite pour ça. On n'est même pas à la Serbie. Donc là, vous ne me rencontrez pas. Revenons. Je vous ai rencontré. Non, vous ne m'avez pas rencontré. Je vous ai rencontré. Non, parce que vous avez amené une histoire. Je vous ai rencontré, j'ai fait un parallélisme qui, pour une personne de bonne foi, pour une personne de bonne foi accepterait. Mais vous, comme vous êtes, je ne dis pas que vous êtes de mauvaise foi, mais vous n'êtes pas de bonne foi en tout cas. Un parallélisme, je vous comprends. Des bouffonneries. Évoluons. Aucune bouffonnerie, parallélisme réel. Revenons, monsieur Mossélépo. Le président, parlons du social. Oui. Il reconnaît un social chaotique. Il interpelle le gouvernement. Oui. Donc, Kabila bloqué. On se sépare de Kabila. À un moment donné, Félix Tshisekedi, comment il s'appelle, Kamé nous faisait les bâtons dans le roue. Aujourd'hui, vous avez un seul Félix Tshisekedi qui lui est responsable de rien. C'est la justice qui ne marche pas bien. Quand il évoque notre social, il rejette là-bas le gouvernement, les intervenants. Donc, ne me jetez pas de pierre, allez au gouvernement. C'est quelle manière de trouver des boucs émissaires? Pourquoi notre président de la République n'assume-t-il pas des échecs? Tout ce qui est bon, c'est Fatih Béton. Tout ce qui est mauvais, il faut trouver un bouc émissaire. Parlons du social. Le président a rejeté la balle ailleurs. Ce n'est pas ça. Lorsque vous lisez la Constitution, mon cher ami, vous vous rendrez très vite compte de la séparation de pouvoir. Il y a un pouvoir dévolu au président de la République. Il y a un pouvoir dévolu au Premier ministre en tant que chef du gouvernement et il y a des domaines de collaboration entre les deux. Tous émanent du pouvoir de l'exécutif. De l'autre côté, il y a le pouvoir judiciaire. Et il y a cette séparation de pouvoir qui empêche au président
de pouvoir s'immiscer sur des actions de justice. Et même pour la mise en place des magistrats, vous avez entendu qu'il a fait appel à ce que dirige le président Kakara Louba, le Conseil supérieur de la magistrature, comme vous avez entendu. Donc, en ce qui concerne le social, lorsque le président de la République en appelle au Premier ministre pour faire mieux, pas pour dire que rien n'est fait, mais pour faire mieux. Non, il a dit que c'était chaotique. S'il vous plaît, pour faire mieux. Mais vous allez interdire au président d'avoir... C'était chaotique. Non, quand vous dites que rien n'est fait, lui-même reconnaît que c'est chaotique. Il nous a pris où en termes d'électricité, en termes de pourcentage en non-électricité. D'ailleurs, par rapport à là où Kabila nous a laissé, ça s'est dégradé. Hein. Monsieur Monseigneur, allez-y. Merci. Aujourd'hui, le président de la République a dit, pour répondre à ce que vous venez de dire, en ce qui concerne l'eau et l'électricité, d'abord l'eau, il y a 2 usines de pompage qui sont en train d'être montées et qui seront opérationnalisées très vite. Il a regretté le fait que les travaux traînent. Mais moi, je peux vous dire, parce que j'habite juste à côté, à Régie des Eaux, sur ce qu'on appelle Arrêt Soukamur, il y a l'usine de pompage qui est en train de se construire là. Et plus bas encore, sur la route qui mène vers Kinsuka et tout ça, il y a 2e usine qui est en train de se faire là. Et il y a des travaux de relance pour l'usine de Njili qui se trouve à Pondjili. C'est pour essayer de redonner beaucoup plus d'eau à nos compatriotes. Et le président a reconnu qu'il y a très peu d'ancrage du gouvernement pour que ces travaux aillent vite. Lorsque les choses ne vont pas bien, il faut les reconnaître, il faut assumer. Vous avez totalement raison. Et je pense que le président... Il dit que c'est pas non, mais s'il vous plaît, il n'assume pas. Lorsque vous lisez la Constitution, qui est responsable du social? Lorsque vous lisez la Constitution, c'est le Premier ministre. Ce n'est pas le président de la République, c'est le Premier ministre, c'est le gouvernement. Donc c'est tout à fait normal que le président interpelle le Premier ministre. Pauvre Kabila, il a été accumulé des insultes pour rien, Kabila. Hein. On lui a fait porter la croix de tous les malheurs d'Israël. Je pense... Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir nous apprend que... Monsieur Perrault, vraiment, Monsieur Perrault, vous savez ce que j'aime avec vous, ce que j'aime avec vous, c'est que j'aime avec vous, c'est que j'aime avec vous, c'est que vous avez des rebonds d'amour qui évoluent au gré de vent. Un moment, vous attaquez, un moment, vous encensez. Ah, c'est bien. Continuez ainsi, mais moi, je continue de vous répondre. Vous savez, le problème... Donc, je vous disais... C'est pas les rebonds d'amour. Hein. C'est des rebonds d'amour. Non, ça n'a rien à voir. C'est des rebonds d'amour. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement... C'est des rebonds d'amour. Non, c'est tout simplement de l'objectivité. Ah non, s'il vous plaît. C'est tout sauf ça. Monsieur Perrault, tout simplement tout sauf de l'objectivité. Parce que l'objectivité a ce qu'on appelle la constance. Mais lorsque l'on n'a pas cette constance et qu'on évolue au gré de vent, ce n'est plus de l'objectivité. J'aurais bien voulu être votre débatteur. C'est autre chose. Donc, attendez. Monsieur Perrault, je ne vais pas passer ça sur mon plateau. Non, je vous laisserai le temps de répondre. L'objectivité en journalisme, c'est l'exactitude des faits et la neutralité dans la manière de l'annoncer. Et vous avez été neutre. Attendez. À quel moment? Et les faits en journalisme... Est-ce que vous savez, Monsieur Perrault, que vous faites partie de ceux qui ont fait appel à l'union sacrée? Vous, Monsieur Perrault. Parce que je croyais à l'idée de l'union sacrée. Mais alors? Mais attendez, vous avez fait appel à... Attendez. Non, vous avez ouvert une brèche. Laissez-nous évoluer dans cette brèche. Malheureusement, laissez-nous évoluer dans cette brèche. Malheureusement pour toi, le présentateur ici, c'est moi. La dictature, je l'accepte. Oui, mais la dictature du travail. Aujourd'hui, vous êtes un ancien kabiliste, vous. Un néo-tshisekidiste. Appelez-moi comme vous voulez, autant que je vous appellerai néo-kabiliste. Parce qu'il n'y a pas une semaine, je vous ai suivi ici en train de faire des laudations, en train de solliciter Kabila. À Congo Bashi, à Congo Hold-up d'arrêter avec notre Kabila. Je l'assume. Voilà. Je l'assume. Voilà cet amour que j'appelle l'amour au gré de vent. Mine de rien. C'est cet amour-là que j'appelle amour au gré de vent. On va revenir dans l'émission. Kabila a la chance. Je l'espère. Kabila a la chance qu'aujourd'hui, il y a un élément avec lequel on peut le comparer. Le diable d'hier n'avait pas... Qui a peint ce diable? Moi. Entre autres. Ah, moi. Voilà. Oui. Voilà. Le diable d'hier... C'est angélisé. Attendez. C'est angélisé. Le diable d'hier... Pour M. Perrault... Attendez. Monsieur Perrault... Les diables d'hier... Je vous félicite. A la possibilité... Je vous félicite aujourd'hui. Thierry, laissez-moi poser la question. Pour une fois... Non, là c'est pas une question. C'est votre point de vue. Attendez. Vous n'êtes pas dans une question. Je pose la question. Non, là vous ne me posez pas une question. Vous ne me posez pas une question. Laissez-moi finir, je pose la question. Vous ne me posez pas une question. Je pose la question, tu auras le temps de répondre. C'est votre point de vue. Le diable... Je vous écoute. Ok. Le diable d'hier a la chance aujourd'hui d'avoir un élément de comparaison. Donc, vous avez un Kabila qui hier était insulté, il était seul.
Aujourd'hui, on peut comparer la gestion de Kabila et la gestion de Tshisekedi. Quand on met les deux ensemble, entre Kabila qu'on critiquait hier et Tshisekedi qu'on critique aujourd'hui, Kabila commence à se faire béatifier et à se faire purifier par les actions de ceux qui l'ont remplacé parce qu'ils nous apportent pas d'alternative. Je peux répondre à votre point de vue. Ils nous apportent pas d'alternative. Je peux répondre à votre point de vue. Si c'était ça, si c'était vraiment pour ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qu'on a chassé Kabila, j'aurais bien voulu, moi, que Kabila reste en place. Vous avez la parole. Quelle mauvaise foi, M. Perrault. Quel niveau de mauvaise foi à outrance. Vous ne pouvez pas dire que le président honoraire Joseph Kabila est à comparer avec Félix Tshisekedi. La comparaison objective serait si les deux avaient eu les pouvoirs dans les mêmes circonstances, avaient passé les mêmes nombres d'années. Vous seriez objectif si vous aviez comparé les 3 premières années du président honoraire Joseph Kabila, de 2001 à 2004, et les 3 premières années... Tu veux qu'on les fasse? S'il vous plaît, M. Perrault, s'il vous plaît, vous m'avez posé la question. Vous serez objectif si vous avez fait cette comparaison. Mais lorsque vous comparez un enfant de 18 ans à un enfant de 3 ans, vous êtes pratiquement un cynique. Non, la gestion de la... Non, la gestion de la République, la gestion de la République, c'est pas une affaire d'enfant. Non, la gestion de la République... Mais laissez-moi la liberté d'avoir mes figures de style. Non. Vous n'allez pas m'imposer vos figures de style. Vos figures de style à vous sortent avec le cynisme alors que c'est... Mais pas du tout. Le cynique ici, c'est vous. Pourquoi? Non. Parce que vous osez comparer un pouvoir de 3 ans à un pouvoir de 18 ans. S'il vous plaît. 18 ans et 3 ans. Monsieur Mossenepo, il n'y a pas longtemps dans une émission avant celle-ci, je vous ai dit, pour vous, les 3 années de Monsieur Tshisekedi sont les plus mauvaises que ce pays ait connu. S'il vous plaît, arrêtez ça, ça n'a rien à voir avec le charlatanisme. Sur base des je ne vais pas vous rencontrer sur vos vues de l'esprit, M. Perrault. Je refuse. Ça n'avance pas. Rencontrer les Congolais. Comment vous pouvez dire que ce social n'avance pas? Rencontrer les Congolais. Arrêtez de faire un comment vous pouvez dire que ce social... Comment vous pouvez dire que ce social n'avance pas alors que moi-même, je vis l'avancement de ce social? Le président a dit que c'était chaotique. Attendez, s'il vous plaît. Le président de la République a dit hier que sur le plan social, c'était chaotique. Mais attendez. Ce n'est pas moi. Mais attendez, s'il vous plaît, M. Perrault. Dire qu'un social est chaotique, c'est une interpellation que le président fait au gouvernement. Mais vous, tel que vous êtes assis là, peut-être vous ne le savez pas parce que vous avez peut-être votre petite vie. Vous ne vous occupez de personne. Moi, j'ai des charges au village de mon père, où je paye des minervales aux enfants. Je le dis toujours. Cette gratuité a sauvé ma poche. Pour vous, ce n'est pas une évolution sociale, ça? Mais vous êtes cynique. Mais je vous dis la vérité. Vous parlez de cette gratuité alambiquée qui bat des ailes. Oh, mon cher ami. Vous parlez de ça? Vous voulez parler de ça? Ça bat de l'aile où? Vous voulez parler de cette gratuité alambiquée lancée de manière rocambolesque sans... Ça bat de l'aile, Monsieur Perrault. Ça bat de l'aile où? Allez, revenons à l'émission. Ça bat de l'aile où? Revenons à l'émission. Moi, mes fuels étudient. Cette année, c'est pour la 2e année consécutive. Je vais demander à Madame Nyota de faire une présentation ici. Oui. Je vais faire une émission de débat avec vous. Ça sera intéressant. Pas de problème. Malheureusement pour moi, pas de problème, M. Perrault. Je serai ravi, finalement, de vous démontrer. Si vous voulez parler de la gratuité, l'avantage avec vous, c'est que vous acceptez finalement lorsque la vérité vous est présentée. Elle bat des ailes. L'avantage avec vous, lancée de manière alambiquée. Elle ne bat pas de l'aile. Elle a été bien lancée. Et aujourd'hui, moi, mes fuels, je suis très honnête. Soyez honnête. L'avantage avec moi, c'est que je ne viens pas vous dire des vues de l'esprit comme vous. Allez, revenons. Moi, j'ai des éléments. Et parmi mes éléments, c'est que mes fuels aujourd'hui, à Kempimpi, à Ilombe Moké, et à Nkwishi, vous pouvez aller vérifier dans le Maïndombe, qui sont aujourd'hui en train d'étudier grâce à la gratuité. Oui, réponse facile. Lorsqu'on veut casser, on dit Lambert Mende, ainsi de suite. Le blabla habituel, nous sommes habitués, il n'y a pas de problème. Mais au moins, vous êtes un journaliste, vous pouvez vérifier. Donc, M. Perrault, revenons sur notre émission. Je vous disais ici, puisque c'était moi qui avais la parole, je vous disais ici, mon cher ami, que la responsabilité sociale, constitutionnellement parlé, et de la responsabilité, permettez-moi ce pléonasme, du Premier ministre. Donc, lorsque le président de la République,
qui est appelé en tant qu'arbitre du bon fonctionnement des institutions, donne ses impulsions, mais remarque qu'il y a une léthargie au niveau du Premier ministre, du gouvernement, c'est normal qu'il l'interpelle. Encore qu'aujourd'hui, nous savons que ce gouvernement fait des efforts. Il y a des points, comme je viens de vous le dire, la gratuité que vous refusez, qui marche. Il y a aujourd'hui des questions liées à cette mise en place de la couverture santé universelle. Contrairement à vous, je suis allé poser la question au conseil spécial Kamba qui m'a reçu il y a quelques mois, je pense, et m'a expliqué ce qui est en train d'être mis en place. C'est extraordinaire. Donc demain, M. Perrault, avec les petites maladies que les concitoyens peuvent avoir, ils auront accès à des soins de santé de base. Donc, même Rome ne s'est pas construit. Vous avez votre temps, prenez votre temps. Ou à 4 ans. Okay, voilà. Prenez votre temps parce que le Congo... Allez-y, continuons. Ok. Vous réagissez comment par rapport à cette affaire des commissions de réflexion sur l'Afrique? Monsieur Jason Stern était invité de nos confrères de TV5 hier. Il dit quand même certaines choses sur lesquelles je voudrais que vous réagissiez. Il dit que le président Tshisekedi n'a pas été précis. Un peu comme je l'ai dit. Il parle de l'Est de la République, il nous dit pas combien de kilomètres ont été récupérés, combien de villages ont été récupérés. Et il dit aussi avoir perçu un président plaintif. Lui n'a jamais rien fait. C'est la justice qui ne fait pas son travail. C'est le gouvernement qui ne fait pas son travail. Moi, je suis Saint-Félix. Ne me jetez pas la pierre. Votre social est chaotique, je le reconnais. Ce n'est pas moi, c'est le gouvernement. La justice vous pose des problèmes. Ce n'est pas moi, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Vous répondez comment à Jason Stern, qui voit un peu les choses comme beaucoup de Congolais ce matin? D'abord, je pense que ce monsieur est un confusionniste extraordinaire. Je me demande s'il a suivi le président de la République, Félix Tshisekedi, ou s'il a suivi ses propres pensées. Parce que ce qu'il dit, le président de la République n'a jamais dit ça. D'abord, je l'ai entendu parler de la RAM, que le président de la République n'a pas parlé de cette taxe-là. D'abord, la RAM, ce n'est pas une taxe. C'est une rémunération de l'autorité de régulation des postes et des télécommunications. Le président n'a pas évoqué ça. On va parler de ça vers la fin. C'est une rémunération, le président n'a pas en parlé de ça. C'est une rémunération, monsieur. Ça concerne l'ARPTC. Le président ne veut pas venir parler de ce que doit percevoir un chef de quartier ou un chef de localité, soyons sérieux. Donc, lorsqu'il parle de ça, c'est un confusionniste. Deuxièmement, pour lui, il fallait que le président vienne citer au nord Kivu, le village tel a été récupéré. Au sud Kivu, ça prendrait une journée un tel discours. Le président de la République sait qu'il y a un chef d'état-major qui fait chaque semaine des points avec le porte-parole du gouvernement et le porte-parole de l'armée et de la police. D'ailleurs, je me rappelle d'une de ces conférences de presse où vous et le général Monamputu, vous avez fait une bonne joute oratoire. Donc, comprenez par là que le président de la République ne peut pas venir dans les détails. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Lorsque le président français passe pour parler de ce qui est fait en termes de sécurité à Marseille, il dit dans la rue telle à Marseille, on a attrapé un bandit qui vendait 15 kilos de cocaïne. Il veut vraiment que les présidents de la République se mettent à ce genre d'énumération. Soyons sérieux, mon cher ami. Donc, pour moi, le patron de GIEC a suivi un autre discours qui n'était pas celui... Le président était plaintif. Est-ce qu'il n'a pas raison? Non, le président... Il n'a rien assumé, le président de la République. Mais comment ça, rien assumé? Parce que le président a parlé des initiatives qu'il a lancées. Quand il parle de « j'ai demandé »,« j'ai fait », c'est qui? Il assume. Mais lorsqu'il y a des pouvoirs partagés, mon cher ami, il y a des domaines de collaboration. Ce n'est pas le président de la République qui nomme un magistrat, qui organise la mise en place des magistrats. Il impulse la vision en disant que je veux des magistrats qui soient nets sur le plan moralité, qui soient corrects sur le plan réflexion, qui soient des vrais distributeurs de justice. C'est au Conseil supérieur de la magistrature de pouvoir aller dans ce sens-là, via le représentant du gouvernement au niveau de ce Conseil supérieur de la magistrature, qui est notre ministre de la Justice. Donc, lorsque les gens veulent que le président de la République commence à nommer un magistrat chez moi, Inongo, mais ils rêvent. C'est vraiment un fonctionnement de l'État qui est martien. Et ce n'est pas du tout un fonctionnement que nous connaissons aujourd'hui. Lorsque le président de la République se plaint du fait que le travail de l'inspection générale des finances, qui est un service qui est rattaché au président, ah oui, si au moins l'IGF ne fonctionnait pas, on dirait que c'est la responsabilité directe du président. Mais l'IGF fonctionne. Donc, lorsqu'il dit que la collaboration entre l'IGF et la justice doit être de mise parce qu'il y a séparation de pouvoir, où est le mal?
Ce n'est pas ce n'est pas être plaintif, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est interpeller les différents acteurs de ces secteurs pour qu'ils fassent un meilleur travail, une meilleure collaboration. C'est son rôle en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. C'est ce que la Constitution lui reconnaît. Allez, on va terminer cette émission-là, passer ces chapitres-là pour prendre juste un ou deux sujets. Parmi les commentaires, on dit que le président a raté de parler des RAB et des Thomson Fatou Béton avec le ministre de l'économie. Vous êtes un opérateur économique. Nous en sommes où? C'est le mois de décembre, non? Oui. La République a sorti 6 millions, soi-disant pour aller pêcher dans les zones namibiennes. Oui. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Vous êtes pour ce que le ministre de l'économie est en train de faire là, M. Mosenepo? Mais bien sûr, mais écoutez, même le carburant que vous achetez dans des stations ici, il y a une subvention du gouvernement. Les subventions du gouvernement, ça existe. Et le gouvernement peut décider d'injecter dans tel ou tel autre domaine pour assouplir la vie de ses concitoyens. Donc, il n'y a pas de mal à ce que le gouvernement puisse injecter de l'argent pour assouplir la vie. Donc aujourd'hui, je vois le ministre de l'économie en train de travailler pour que les opérateurs économiques puissent avoir accès à des fonds qui sont en train d'être acheminés pour que les quinois fêtent bien. Clôturons le discours du président. Les Congolais vous regardent. Je vous donne une minute. Vous leur dites quoi en 1 ou 2 minutes sur ce que le président a dit? Pas beaucoup à dire, M. Perrault, si ce n'est que de demander aux Congolais d'avoir la foi et de croire en leur président. De croire en leur président, parce que je suis convaincu que les choses sont en train d'aller dans un bon sens, parce que le Congo a toujours souffert d'une chose. C'est d'abord de l'absence de l'autorité de l'État et aussi des détournements en masse. Aujourd'hui, ces deux plaies sont en train d'être pensées petit à petit. Et encore une fois, il faut revenir sur ce qu'a dit le président de manière importante. C'est que le Congo est une affaire de tous. Il n'y a pas que lui ou le Premier ministre qui travaille, ou les ministres, mais c'est nous tous. Nous devons tous mettre à la main pour mettre fin à la corruption, pour mettre fin au détournement, pour mettre fin à la paresse qui des fois devient une maladie généralisée et qui est en train de mettre un frein au développement de notre pays. Allez, Monsieur Mosenepo, on va prendre cet autre thème pour peut-être 2 minutes ou 3 minutes. Le président a parlé notamment de la lutte contre la corruption. Mais comment vous expliquez que lui, qui se vend dans la peau du chantre de la lutte contre la corruption, libère Makabouza sur gaz présidentiel alors qu'il a été condamné pour détournement, libère Benjamin Wenga sur gaz présidentiel alors qu'il a été condamné pour détournement, Kamere est dehors alors qu'il a été condamné pour détournement. Comment avez-vous jugé, vous, la liberté provisoire accordée à M. Vital Kamerhe? D'abord, je vais vous dire que, je vais répéter ce que je vous ai dit ici, qu'il y a la séparation de pouvoir. La gestion des prisonniers, la gestion des contentieux au niveau de nos juridictions ne concerne pas le président de la République. M. Vital Kamerhe a été condamné au 1er degré, ensuite en appel. Mais au niveau de la cassation, le juge a décidé qu'il puisse continuer à venir plaider en homme libre. C'est de la responsabilité de la justice. Vous, aujourd'hui, M. Louara, combien de fois vous avez été invité au parquet? Mais à chaque fois, vous êtes rentré en homme libre. Ce n'est pas parce que le président de la République l'a voulu ou parce qu'il ne l'a pas voulu, c'est parce que le magistrat instructeur du dossier a décidé que, sur base d'éléments qui sont en ma possession, M. Louara peut rentrer chez lui à la maison et venir comparaître en homme libre. Il pouvait aussi ce jour-là décider que vous puissiez rester sous map, le temps qu'il puisse finir son instruction et vous déférer devant le juge. Donc comprenez qu'il y a une séparation de pouvoir. En ce qui concerne le cas de M. Willy Bakonga, la ministre de la Justice a reconnu, en lisant le dossier, qu'il y a eu une erreur de justice. C'est des choses qui arrivent. Rappelez-vous, j'aime bien les exemples, ne vous fatiguez pas. Rappelez-vous, dernièrement aux États-Unis, pays très très démocratique, il y a un citoyen qui a été condamné à 46 ans pour un meurtre qu'on vient de découvrir qu'il n'avait jamais commis. Comment on va appeler ça? Est-ce que c'est le président Biden qui est venu pour ouvrir le dossier? On a instruit le dossier, on s'est rendu compte qu'il y avait erreur matérielle et on a relaxé le monsieur, 46 ans après. Donc c'est pour vous dire que il faut comprendre la séparation de pouvoir. Non, mais quand je parle de gaz présidentiel, là c'est de la volonté du président de la République. Le président de la République... Quand il libère Benjamin Wenga, quand il libère Bakabouza... Est-ce que c'est le chef de l'État qui compulse le dossier? Pas du tout. C'est pour cela vous avez vu, Madame ministre d'État de la Justice a demandé à ce qu'il y ait des sanctions. Et je peux vous dire que ça a commencé.
Ça a commencé. Déjà aller à la prison de Makala, demander ce qui se passe. Demander au niveau des parquets. Aller à l'immeuble SNCS, là où siège le PGR. Mumbai vous dira. Donc c'est pour vous dire que c'est des choses qui arrivent. Donc vous ne trouvez aucune contradiction entre les louanges sur la lutte contre la corruption et les détournements et le fait de signer les grâces présidentielles et des personnes condamnées mais non, c'est contradictoire. Mais non. C'est aux antipodes. D'abord, pas du tout. Mon cher ami, je vous ai toujours dit une chose. Il ne faut jamais lier la lutte contre la corruption à des figures. C'est-à-dire que pour que la lutte contre la corruption fonctionne, il faut nécessairement que M. Vital Kamerhe soit en prison. Il faut nécessairement que M. Pero Louara soit en prison. Ou comme, on peut dire, pour que la liberté de la presse existe, il faut nécessairement que X journalistes ne soient pas interpellés. Ça n'a pas de sens. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, aujourd'hui, le magistrat instructeur du dossier peut décider de la relaxation de M. Pero pour X ou Y raison, ainsi qu'il peut aussi décider de sa mise en arrestation pour X ou Y autre raison. C'est comme ça que fonctionne la justice. Allez, on va terminer. À l'heure des voyous et des délinquants, votre cœur bat pour les délinquants ou pour les voyous? Aucun des deux. Dans cette affaire de Mbosso et des délits, c'est ça? Non, mon cher ami, cette affaire est honteuse pour le pays. Cette affaire est honteuse. Cette affaire est honteuse. C'est Christophe Mbosso qui fait la honte pour vous? Non, Mbosso ne fait pas la honte. C'est le député des délits Sessanga qui a traité l'autre. Ce qui se passe en plénière, on peut se dire qu'il peut y avoir des excès dans les joutes oratoires des députés. Mais lorsque vous allez en dehors de l'hémicycle et que vous ajoutez des termes injurieux, ça c'est pas normal. Vous avez suivi les députés même se battre des fois, non? Dans l'hémicycle. C'est des choses qui arrivent en démocratie. Donc, pendant la plénière, dans la salle, il peut y avoir des dérapages de langage. On peut traiter l'autre de corbeau ou de lézard, ça peut arriver. On retire, on s'excuse pas. Mais lorsque vous sortez de l'hémicycle, vous prenez le micro d'un journaliste pour insulter. Vous sortez de votre cadre de député, de législateur. Ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas bien pour notre démocratie. Ce n'est pas bien. Vous choque, c'est les propos tenus en dehors de l'hémicycle. Mais bien sûr, dans l'hémicycle, mon cher. La joute verbale à l'intérieur. À l'intérieur, ça peut s'expliquer. Nous le vivons, nous le voyons, que ce soit ici, que ce soit dans les vieilles démocraties. Mais qui disent après que Mbosso c'est un voyou. Mais mon cher ami, c'est comme ici, vous et moi dans ce plateau. Nous pouvons avoir des tons qui peuvent monter. Mais si ensuite, vous venez d'en avoir, d'ailleurs. Si ensuite, moi je sors et vous voyez une vidéo et je dis Pero Louara, c'est un petit singe. Ça ne cadre pas avec ce qu'on faisait et ça sort du contexte et ça devient vraiment de l'insulte. C'est prémédité et c'est condamnable. Allez, on va terminer. Je ne vous ai pas reçu sur Congo, donc on n'en a pas parlé. En une minute, hein. Qu'est-ce que vous pensez? Que Kabila, c'est les voleurs qu'on est en train de peindre dans cette affaire-là? Je pense par contre que les dénonciations sont bienvenues. Mais la culpabilité, il n'y a que le juge qui peut la déterminer. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait trop d'émoi par rapport à ces dénonciations, parce que nous savons souvent que la plupart de ces dénonciations qui sont ficelées à l'étranger ont des motivations qui ne sont pas forcément d'ordre à appuyer la démocratie ou la bonne gouvernance dans nos pays, mais c'est plutôt pour orienter certaines actions qui ne sont pas toujours très catholiques, vu de nos systèmes politiques. Donc, il faut attendre à ce que l'instruction positive qui a été donnée par la dame ministre d'État à nos juridictions, c'est qu'elles vont donner. S'il y aura des condamnations, on va dire que voilà, c'était des voleurs. S'il n'y a pas condamnation, on dira que c'était des calomnies. Voilà. Allez, je constate quand même que sur la question, vous épousez mon point de vue. Parce que vous avez dit... Le mien n'est pas un point de vue. Le mien n'est pas un point de vue au gré des vagues. C'est un point de vue. Vous avez dit ici que j'avais Angélique. C'est un point de vue constant. Ah là 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 là. C'est un point de vue constant. Toujours un plaisir de t'avoir sur les plateaux, cher frère. Merci à vous, monsieur Pero Louara. J'attends que tu deviennes ministre, ça sera une très bonne chose. La mère Mende. Donc pour vous, ce que je suis, c'est insignifiant. Vous êtes un politique. En politique, on fait la politique pour accéder au pouvoir aussi. Bien sûr. Pourquoi tu veux pas que je plaide pour toi? Je peux accéder au pouvoir. Pourquoi tu La CCU, quand accède, c'est aussi moi qui accède au pouvoir. Non. Pourquoi tu ne veux pas? Mais Pero, on fait de la politique pour conquérir le pouvoir, monsieur Pero. Ce n'est pas une question. J'ai l'impression que vous avez un problème personnel avec l'honorable Mende.
Parce qu'à chaque fois, Lambert Mende, qu'est-ce qu'il vous a fait? Non, je ne crois pas en lui. Je crois pas en Ah lui. bon? Oui, oui. Dans ma philosophie de ce que doivent être des hommes politiques de mon pays, j'ai comme l'impression que Mende n'entre pas trop. Donc le thermomètre des hommes politiques aujourd'hui, c'est M. Louara. C'est un droit. Pourquoi vous voulez que je puisse croire en Mende? De même que vous ne croyez pas en moi, vous dites ici ce que vous dites. Pourquoi vous voulez que je puisse l'ascenser? C'est un droit. Je peux croire à M. Tshisekedi et ne pas croire en Joseph Kabila. J'ai comme l'impression que le combat de Mende, politiquement, je parle de la politique, ne rentre pas dans ce que moi je pense que les hommes politiques doivent être. Pourquoi? C'est un droit. Pourquoi? Faites votre émission, appelez-moi, je vais donner mes arguments. Je ne manquerai pas. Oui. Finalement, je pense que pour vous, je reprendrai mes casquettes de journaliste pour vous recevoir et vous poser des questions parce que j'ai l'impression que c'est plutôt de l'acharnement. Non. Et une colère qui ne se justifie pas. Non, je n'ai jamais... Dites-moi si peut-être à l'époque on vous a refusé un avis favorable. Non, pas pour CEPEL. Pas du tout. On pourrait arranger ça avec la Mouyaya qui est un homme très élégant et très accessible. Puisque j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'objectif dans ce que vous dites contre le chef de mon parti. Mais à chaque fois, c'est devenu comme votre punching ball. Non. Moi, et vu de notre parti, nous le prenons mal. Ça, je vous le dis. Ne vous étonnez pas si demain on fait une déclaration contre vous. Non, mais soyez des démocrates, non? On est en démocratie. Mais la démocratie ne signifie pas on est en démocratie. Peindre vos vues de l'esprit sur des gens. Non. Parce que quand vous dites ce que vous reprochez, non, lorsque j'aurai une émission à faire, nous allons organiser cette émission. Monsieur Mosenepo, je suis libre de mes opinions. Mais vous êtes libre. J'ai dit que je n'ai pas dit le contraire. Politiquement à monsieur Lambert Mende. Est-ce un péché? Mais il faut argumenter. Il n'y a pas de diffamation en ça. Mais argumentez. Il n'y a pas de diffamation. Mais argumentez. Quand il faut argumenter, je voudrais un plateau. On vous donnera ce plateau. Trouvez-moi un plateau. Ça ne manquera pas. Mais il faut quand même les saluer, monsieur Lambert Mende. Que vous aimez bien, nous le savons. Que je l'aime beaucoup, je l'aime bien. Je plaidais pour que finalement, comme on va remanier bientôt le gouvernement, que vous soyez au gouvernement, parce que je pense que vous avez des atouts et vous avez des capacités que l'on peut gagner. Merci de croire en ce petit monsieur que je suis. Allez, les amis, l'émission est terminée. Je rappelle que notre invité de ce soir, c'était monsieur Thierry Mosenepo, qui est président de la Ligue des jeunes de la CCU, Convention des Congolais Unis. Avec lui, on a donc fait l'actualité politique. Laissez-moi dire grand merci à notre partenaire de la boutique La Londoloise. Vous êtes énorme, vous voulez vous habiller de manière chic, veste et chaussures, cravate, chemise. Appelez La Londoloise. Et en passant, c'est donc elle qui m'habille encore aujourd'hui. Si vous aimez cette veste, appelez la dame, dites-lui qu'on a aimé... Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est très beau. Vous voulez pas que je parle de notre partenaire? Non, c'est très beau, vous êtes très bien habillé. Allez, faites des commandes. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.